Le rappeur américain Kanye West a quitté le réseau social X après y avoir posté une série de messages ouvertement antisémites, racistes et misogynes. Des messages qui choquent évidemment, mais qui posent une question beaucoup plus large, celle sur la modération des contenus sur les réseaux sociaux. Qui décide en fait aujourd'hui de ce qui peut être publié ou non sur un réseau social et pourquoi est-ce que tout cela fait autant débat et réagir? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce lundi, Kanye West a disparu donc du réseau social X après une nouvelle série de publications antisémites, racistes ou encore misogynes. Il a notamment demandé au président américain Donald Trump de libérer le rappeur Diddy qui est en prison à New York depuis septembre dans l'attente de son procès pour trafic sexuel. Pour rappel, on parle d'une personnalité accusée par plus de 120 personnes, dont de nombreuses personnes qui étaient mineures au moment des faits, accusations notamment d'agression sexuelle et de viol. Mais Kanye West a aussi très ouvertement fait l'apologie du nazisme. Lorsque l'on se rend sur le site de sa marque, on tombe sur un t-shirt avec une croix gammée, symbole donc évidemment des nazis. Et au moment où on enregistre, c'est le seul article qui peut être acheté sur son site. Kanye West a également publié sur son compte des vidéos ouvertement pornographiques. Et suite à ces publications, Elon Musk, le propriétaire de X, a déclaré que le compte du rappeur était désormais considéré comme inapproprié et donc que les contenus ne seraient pas visibles à tout le monde. En gros, ils sont jugés not safe for work, donc autrement dit, ils sont masqués par défaut. Et finalement, je le disais, son compte a disparu ce lundi. Alors on ne sait pas s'il a été supprimé par la plateforme ou si c'est Kanye West lui-même qui a supprimé son compte. Quoi qu'il en soit, deux éléments importants à noter. Avant de quitter X, le rappeur a publié un dernier message dans lequel il a annoncé se déconnecter de Twitter. Il a dit apprécier aussi qu'Elon Musk, je cite, lui permette de se défouler. Et si on rentre dans les détails, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est pas que la question de Kanye West, c'est une question plus large de modération sur les réseaux sociaux. Quand on va sur le site de X, il est indiqué qu'a priori faire l'apologie par exemple du nazisme, eh bien ce serait quelque chose qui serait contraire à la plateforme. Sauf que quand on regarde la réaction à Elon Musk, il a réagi à un tweet qui évoquait la question des contenus pornographiques qui n'étaient pas appropriés, alors que depuis quelques jours déjà, Kanye West diffusait non pas des contenus pornographiques, mais avant ça des contenus donc ouvertement nazis qui n'étaient pas supprimés par la plateforme. Et par ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que de nombreux médias ont révélé que, eh bien, depuis le passage de Twitter à X, de plus en plus de comptes ouvertement néo-nazis étaient présents sur la plateforme et diffusaient ouvertement du contenu dessus, sans être donc suspendus par le réseau social. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, il veut agir comme un fervent défenseur d'une liberté d'expression maximale en quelque sorte, et au travers son réseau social, il prône une plateforme où un large éventail d'opinions peut être exprimé et sans censure donc importante. D'ailleurs, on peut noter que lorsqu'il a racheté Twitter, il a rétabli un certain nombre de comptes qui avaient été bannis pour incitation à la haine ou incitation à la violence. Il a aussi réduit les équipes de modération de Twitter, devenu X par la suite, après son rachat, pour favoriser un modèle de vérification participative. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, il a une vision de la liberté d'expression qui est beaucoup plus proche de ce qui existe en fait aux États-Unis, ce qui est protégé en fait par le premier amendement de la Constitution américaine. Et je vais vous donner un exemple très simple. Aux États-Unis, du fait de ce premier amendement sur la liberté d'expression, eh bien, les manifestations néo-nazis sont autorisées. Des néo-nazis peuvent donc organiser ouvertement des manifestations aux États-Unis, tandis que, en théorie, en tout cas en France, c'est quelque chose qui est strictement interdit. Alors, on va revenir dans un instant sur ce que ça peut donc impliquer en termes de conséquences quand un réseau social américain implique une vision américaine de la liberté d'expression, y compris sur le terrain français. X, depuis l'arrivée d'Elon Musk, a mis en place ce qui est appelé les notes de la communauté. Qu'est-ce que c'est que ces notes de la communauté? Vous l'avez très sûrement vu si vous êtes sur le réseau social. C'est donc un système qui a été lancé en 2021 et ça permet aux utilisateurs de la plateforme d'ajouter du contexte sous un tweet qui est jugé trompeur ou mensonger. Autrement dit, il y a une dimension très participative. Si vous jugez qu'il y a une fausse information par exemple qui circule, vous allez pouvoir rédiger une note de la communauté qui source et qui dit attention, cette information ou cet élément est faux et voici pourquoi, voici une source. Et ensuite, si c'est approuvé et donc voté par une majorité de personnes, ça se retrouve directement en dessous du tweet. Ça, c'est donc la théorie, sauf que en pratique, alors ça fonctionne comme ça, mais beaucoup estiment que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. En effet, il y a un risque de manipulation de ces notes de la communauté. Il y a aussi un risque de décalage entre la diffusion d'un tweet et cette note de la communauté. Donc on peut imaginer par exemple qu'un tweet propage une fausse information, que ce tweet fasse 1, 2, 3, 4 millions de vues, et c'est que finalement au bout de quelques heures ou quelques jours que cette note de la communauté va être validée par la communauté et donc acceptée. Or pendant ce temps-là, des millions de personnes auront vu potentiellement une fausse information. Et par ailleurs, ces notes de la communauté, elles fonctionnent donc sur la question d'informations à vérifier, mais la ligne est disons plus floue sur la question par exemple de contenu haineux. Par exemple, si un contenu est ouvertement raciste, il n'y a rien en soi à fact-checker d'une certaine façon ou à vérifier, c'est simplement un contenu qui est haineux, et donc à ce moment-là, ces notes de la communauté
peuvent être assez inutiles. Alors pourquoi ce système de la part de X? On l'a dit, il y a cette volonté, cette approche différente en matière de liberté d'expression, mais en l'occurrence, ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi un refus finalement d'avoir une modération qui est faite par les différents États. Et dans ce sens-là, on peut noter que Meta, donc la maison mère de Facebook ou encore Instagram, a annoncé qu'elle allait commencer à mettre en place un système similaire et à mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis qui était fait avec des médias. Cette annonce, ça marque donc un revirement de Meta qui rejoint en quelque sorte la politique de X. Et pourquoi ce revirement? Eh bien parce que selon Mark Zuckerberg, le patron donc de Meta, les vérificateurs et les médias avec lesquels Meta travaillait ont été, je cite, trop orientés politiquement, ce qui l'aurait poussé donc à mettre en place ces notes de communauté à la place. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que l'an dernier, Mark Zuckerberg avait ouvertement accusé la Maison-Blanche d'avoir mis la pression sur son équipe, donc sur les équipes de Meta, pour supprimer certains contenus, des contenus qu'il regrette d'avoir supprimés et qu'il estime aujourd'hui avoir complètement leur place sur la plateforme. Et en fait, c'est là où on touche à un élément absolument central dans le débat aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur la question des contenus haineux ou que ce soit sur la question de la propagation de fausses informations. La question, c'est de savoir où se situe la modération. Est-ce que c'est à l'échelle de la communauté, comme essaie de le faire X, malgré donc tous les problèmes qui ont été identifiés ces derniers mois? Est-ce que c'est à l'échelle d'une entreprise, donc de la personne qui tient le réseau social, mais avec le risque donc d'avoir des réseaux sociaux détenus par des groupes privés qui vont décider ce qui est valable ou non à mettre sur une plateforme? Ou alors est-ce que c'est par exemple un gouvernement ou un État avec un risque de censure dans certains cas qui serait opéré par un gouvernement? Parlons quand même un instant maintenant de la question de l'Union européenne. Il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, il y a une réglementation, en théorie en tout cas, qui est en vigueur depuis 2023. C'est le Digital Services Act. C'est donc une réglementation qui oblige les plateformes et les réseaux à lutter contre la désinformation, la haine en ligne ou encore les contrefaçons. Et ça impose notamment aux réseaux sociaux des obligations de modération, de signalement de contenus illégaux et d'évaluation des risques liés à certaines informations trompeuses. Sauf que dans les faits, vous l'avez compris, aujourd'hui une plateforme comme X, eh bien, elle applique une vision américaine, on va dire, de la liberté d'expression, ce qui entraîne donc la propagation de certains contenus, alors certaines fausses informations, mais aussi donc certains contenus ouvertement haineux et par exemple néo-nazis, des contenus qui légalement pourraient passer côté américain, mais qui en théorie en Europe doivent être supprimés aux yeux de la loi, notamment en France. Or en pratique, vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas. Bref, ça me semble important de revenir là-dessus parce que au-delà donc de la question de Kanye West et de ses tweets ouvertement antisémites, racistes et misogynes que vous avez pu voir ces derniers jours, il y a une question plus large, celle de la modération des contenus, de qui est responsable dans ce genre de situation, où placer donc la limite ou la frontière sur ce genre de sujet. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format, que ce soit sur YouTube ou en podcast. D'ailleurs, en podcast, vous l'avez peut-être remarqué, on a regroupé nos formats d'interview et nos formats d'actu du jour. Donc vous vous abonnez à un podcast et vous recevez mes interviews que j'ai eu l'occasion de faire ces derniers jours. Il y en a une autre d'ailleurs qui sort demain, mais aussi nos formats des actus du jour. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche et je reviens juste après avec le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président américain Donald Trump a menacé le Hamas ce lundi soir, estimant que s'il ne libérait pas tous les otages israéliens d'ici samedi midi, eh bien il laisserait, je cite, l'enfer se déchaîner. Cette phrase, elle intervient dans un contexte particulier de désaccord entre le Hamas et Israël autour du respect des termes du cessez-le-feu. On en parlait hier, le Hamas a annoncé reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs, dénonçant une violation totale de l'accord de trêve par Israël. Le mouvement palestinien a d'ailleurs répondu au président américain en affirmant que, je cite, le langage des menaces est sans valeur et ne fait que compliquer les choses. En tout cas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Hamas à poursuivre la libération des otages. On suivra ça. Deuxième actu, toujours au sujet de Donald Trump, il a suggéré que l'Ukraine pourrait être russe un jour, évoquant cette possibilité dans un entretien accordé à la chaîne Fox News diffusé ce lundi. Alors que l'invasion massive de la Russie en Ukraine dure depuis presque 3 ans, les Ukrainiens pourraient arriver à un accord, comme ils pourraient aussi ne pas arriver à un accord, d'après Donald Trump. Le président américain a également réclamé à l'Ukraine un accès pour les États-Unis aux terres rares ukrainiennes en échange de l'aide américaine à l'Ukraine face à la Russie. Ces terres, qui contiennent des métaux notamment utilisés dans l'électronique, seraient un moyen selon lui de sécuriser l'argent versé à l'Ukraine, faute de certitude de l'issue du conflit. À noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait rencontrer le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, ce vendredi, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Troisième actu, le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX ou encore X, a proposé de racheter OpenAI, l'entreprise propriétaire de ChatGPT, pour 97,4 milliards de dollars, soit environ 95 milliards d'euros. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal ce mardi. D'après leurs informations, un groupe d'investisseurs mené par Elon Musk
Musk a essayé de racheter OpenAI donc ce lundi. À noter au passage d'ailleurs qu'Elon Musk fait partie des membres fondateurs de la start-up en 2015, qu'il a finalement quitté en 2018. Alors dans un post sur X, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a répondu ironiquement que, je cite, « Non merci, mais nous voulons bien racheter Twitter pour 9,74 milliards si vous voulez », soit 10% de l'offre faite par Elon Musk. Il a d'ailleurs répété plusieurs fois ce mardi au sommet de Paris sur l'IA qu'OpenAI n'était pas à vendre. Quatrième actu, Emmanuel Macron a proposé ce lundi de nommer l'ancien ministre et ex-président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, qui fait partie de son camp, à la tête du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est chargé de s'assurer que les lois votées par le Parlement respectent bien la Constitution, donc la norme suprême en France, et il est composé de 9 membres, tous nommés pour 9 ans. Le mandat de son président actuel, Laurent Fabius, se termine le 7 mars prochain et n'est pas renouvelable. Pour lui succéder, le chef de l'État a donc proposé le nom de Richard Ferrand, sauf que cette décision est loin de faire l'unanimité, notamment en raison de sa proximité avec Emmanuel Macron et de son parcours jugé trop peu juridique. En tout cas, sa candidature doit encore passer l'épreuve du Parlement. Elle sera refusée si 3/5 des parlementaires s'y opposent. Les résultats seront connus d'ici la semaine prochaine. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, l'ONG Transparency International, qui lutte contre la corruption dans le monde, pointe une dégradation alarmante et inédite de la situation française dans son dernier classement de l'année 2024. La France se retrouve à la 25e place et perd 5 places par rapport à 2023. La raison, selon l'ONG, c'est que la France montre, je cite, une absence de volonté, tous bords politiques confondus, de lutter contre les atteintes à la probité. L'atteinte à la probité, c'est une violation des principes d'intégrité et d'honnêteté par une personne qui exerce une fonction publique ou privée. Et plus précisément, Transparency International recense 26 ministres impliqués dans des affaires politico-financières depuis 2017 et évoque les récentes mises en examen de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et les poursuites pour prise illégale d'intérêt du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Et on finit avec cette bonne nouvelle, certaines femmes vont pouvoir se faire rembourser des tests salivaires permettant de détecter l'endométriose. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, ce mardi. En France, une femme sur 10 est atteinte de l'endométriose, donc cette maladie gynécologique qui provoque des douleurs souvent très intenses, mais aussi des troubles digestifs, urinaires et parfois une difficulté à avoir des enfants. Accessible dès ce mardi à environ 25 000 femmes, ce nouveau test salivaire, qui coûte environ 800 €, permet d'obtenir un résultat en quelques jours, alors qu'en moyenne, il faut actuellement 7 ans pour poser un diagnostic. Selon les résultats, cette expérimentation pourrait ouvrir la voie à une prise en charge pour toutes les femmes dans notre pays. Merci beaucoup Blanche. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Il y a 35 ans, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré après 27 ans de prison. Nelson Mandela était évidemment une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, ce système de ségrégation raciale institutionnalisé en Afrique du Sud de 1948 à 1991. Ce système, il imposait une domination des Blancs sur les autres groupes ethniques. En 93, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix. En 94, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Il est mort en 2013 à l'âge de 95 ans. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je le disais, je voulais suivre tout ça en version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. Demain, on sort une très grosse nouvelle interview. Donc ce sera soit en podcast, soit sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien en description. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram. Vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.